Bonsoir à tous, merci à vous d'être avec nous. France 3 Provence-Alpes mobilisée aussi sur les élections départementales. Rappelons que les 20 et 27 juin, vous voterez pour élire vos conseillers régionaux et départementaux. Concentrons-nous ce soir sur le département des Bouches-du-Rhône et plus particulièrement sur deux cantons, Arles et pour débuter Aix-2. Avec nous sur le plateau, monsieur Decara, bonsoir. Vous êtes candidat pour la liste Rassemblement National avec madame Chevillard. Monsieur Perrin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidat avec madame Angeletti de La République En Marche. Merci à vous d'être là. Monsieur Guillaume Dalla Costa, vous êtes candidat avec madame Erwin pour la France Insoumise. Et la Fédération Merci populaire. d'avoir répondu à notre invitation. Nous avions également invité monsieur Tolland, candidat avec madame Zerkani-Rénal pour l'Union au centre et à droite. Il n'est pas là, il a décliné, il n'a pas prévenu, ce qui n'est pas très correct. Madame Talla. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes candidate avec monsieur Spano pour l'Union de la gauche et des écologistes. Vous serez également interrogé un petit peu plus tard dans cette émission par Sylvain Pignol, qui est journaliste à la Provence. Première question, monsieur Perrin, c'est qui le candidat de Martine Vassal? C'est monsieur Tolland ou c'est vous? Parce que si monsieur Tolland n'est pas là, c'est peut-être parce qu'il n'avait pas trop envie de répondre à cette question, non? Parce que vous êtes conseiller général sortant, je vous précise. Oui, je suis conseiller général sortant. Vous m'avez présenté mon associé, enfin la couleur politique de mon associé, madame Angeletti, qui est de la REM. Moi, je ne suis pas de la REM. Je suis aujourd'hui toujours encarté aux Républicains. D'ailleurs, je vous ai mené mes cartes, pas toutes. Vous faites partie de la majorité de Martine. Oui, je fais partie de la majorité départementale. J'étais son président de groupe. Avec madame Angeletti de La République En Marche, vous serez toujours partie de la majorité de madame Vassal, on est d'accord? Il y a de très très fortes chances, oui. Donc il y a un candidat éventuellement élu de La République En Marche qui fera partie de la majorité de Martine Vassal, et là, ça n'a pas posé de problème. Oui, ça pose, on a c'est tous l'ouverture. en mémoire le pataquès de l'accord de Renaud Muselier avec certains candidats de La République En Marche. Mais vous avez remarqué que beaucoup de candidats, de leaders politiques ont fait des accords. C'est le cas de M. Muselier, mais quand vous regardez bien sur les départementales, c'est aussi à peu près le cas, même élargi à la gauche. Et vous êtes en concurrence avec M. Tolland. C'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là. Mais oui, moi je le regrette profondément. Qui lui est le candidat investi par Martine Vassal, soutenu par Martine Vassal. Elle doit être dans une position le candidat de Mme Joassin, surtout. Oui, enfin, bon, ça c'est vous qui le dites. Mais elle doit être dans une position un peu tendue, quoi, entre vous et lui. Son cœur penche vers quel côté? Écoutez, moi en tout cas, si la question sous-jacente c'est comment ça va avec Mme Vassal, ça va parfaitement bien. Ça on s'en doutait. Ça, oui, parce que... Mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé poser la question. On a des liens d'amitié, puis elle m'a fait confiance, en me confiant les plus grosses responsabilités. Président de groupe et au marché public, c'est quand même des responsabilités, comme le disait dans la province. Mais on a toute... notre amitié réciproque. Très bien. Madame Talla, vous êtes candidate donc, pour l'Union de la gauche et des écologistes, mais pas la France Insoumise. Ça a bien marché avec Marc Pénin aux élections municipales d'Aix-en-Provence, où la gauche était réunie avec la France Insoumise. Et là, patatras, c'est pas le cas. Pourquoi? Vous savez, nous, depuis 3 ans, on travaille pour rassembler la gauche, les écologistes et les citoyens à Aix-en-Provence. On n'a pas réussi à rassembler les écologistes aux dernières municipales. C'est pour ça qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout et proposer une autre alternative à Aix. Mais aujourd'hui, c'est différent, vu qu'on a les écologistes avec nous. Donc, on a une chance véritablement de gagner ce canton et de faire basculer le département à gauche. On a besoin de représentants de gauche. Vous n'avez pas tous les écologistes, parce qu'il y a M. Sassoun qui... Et la France Insoumise, à Aix-en-Provence, ils travaillent avec nous. Ils sont contre vous, là, en l'espèce. Mais c'est M. Mélenchon qui leur a demandé de présenter des candidats partout où la gauche peut gagner pour préparer l'élection présidentielle, parce qu'il refuse de voir l'union de la gauche lui passer devant au présidentiel. C'est juste un choix personnel de M. Mélenchon, mais qui n'a aucune incidence pour nous à Aix. Madame Talla, vous avez essayé pour ces élections départementales de faire un copier-coller de ce qui s'est passé il y a 1 an à l'occasion des élections municipales à Marseille, c'est-à-dire recréer le printemps marseillais. Ça n'a pas marché. Absolument pas. Ce n'est pas le printemps marseillais qu'on cherche à créer. C'est sur le territoire d'Aix-en-Provence, rassembler tous les acteurs politiques de gauche et citoyens. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Monsieur Dalla Costa, vous avez reçu un coup de fil de Jean-Luc Mélenchon qui vous a dit qu'il ne faut pas s'allier avec Madame Talla, il ne faut pas s'allier avec le Parti socialiste, avec Europe Écologie des Verts, il faut partir tout seul. C'est comme ça que les choses se sont passées? Je pense que vous pouvez le constater dans toutes les régions et tous les départements de France, c'est la position de la France Insoumise. Non, bon, on va parler sérieusement. Il y avait une démarche unitaire qui s'appelait Il est temps. Nous, au départ, on avait déjà une démarche unitaire qui s'appelait PACA Populaire.
Ensuite, il y a une démarche unitaire large qui réunissait d'Europe Écologie Les Verts. Bon, certes, c'était des dissidents, mais jusqu'à la France Insoumise et des collectifs citoyens. Et ce cadre qui s'appelait « Il est temps », c'était dans le sens « Il est temps de faire autrement ». Donc nous, on s'est investi là-dedans et effectivement, je rejoins ce qui a été dit, sur Aix-en-Provence, on a réussi de faire l'union avec les citoyens. Ça n'a pas été le cas. Vous comprenez que les électeurs de gauche, ils ont du mal à comprendre cette explication-là. Parce que ce qu'ils voient, c'est qu'ils ont 2 bulletins de vote différents avec 4 candidats différents. Donc, pourquoi 2 binômes différents. Donc, ça peut créer la confusion. Eh bien, c'est bien ce que je suis en train de vous expliquer. C'est qu'il y a tout un historique qui nous permet sur Aix-en-Provence de dire qu'on est capable de travailler sur l'union. Il y a eu un cadre régional dans lequel M. Pénat, d'ailleurs, était très investi. Simplement, il y a eu un moment donné où la négociatrice nationale d'Europe Écologie Les Verts a considéré que la France Insoumise était trop à gauche pour discuter. À partir de là, le Parti Socialiste et le Parti Communiste Français ont accepté la situation. Ils ont mis de côté les citoyens. Nous, on se retrouve à partir. Et moi, pour le coup, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis fier de partir en tant que candidat France Insoumise aux côtés d'Anne-Sophie Herwin, qui, elle, est non encartée. Mais on ne gagne pas tout seul, on gagne en rassemblant la gauche. Mais c'est bien ce qui a été mis à terre lors de Vous n'avez pas de problème, vous, hein, pas de problème d'alliance. Justement. Voilà. Non, on est justement dans un rassemblement, pour le coup. Et là, on a, vous l'avez dit, une division de la droite, une division de la gauche. Hein, donc 2 bulletins LR et 2 bulletins de gauche. Et nous, on part effectivement sur un rassemblement. Donc on a une ligne qui est concrète, qui est pour le coup cohérente. Et on part avec nos convictions, et uniquement nos convictions, et pas de tambouille. Si vous partez tout seul, est-ce que c'est parce que personne ne veut partir avec vous pas du tout. Également? Non, c'est qu'on ne brade pas nos convictions. Vous avez du mal encore à nouer des alliances avec on ne cherche pas d'alliance. On en pourrait être amis, hein, Debout la France. Non, justement. Non. C'est que, regardez, depuis des mois, des semaines, on nous parle de rassemblement, on tente de faire des alliances, on est dans une tambouille politicienne, et d'ailleurs l'actualité politique souffre de ça, au lieu de parler des projets. Nous, on ne cherche pas d'alliance, on cherche simplement l'action. On cherche à plutôt faire au risque de déplaire plutôt que plaire au risque de décevoir. Tout ça. Ok, des projets, on va l'évoquer, parce que c'est un petit peu le but d'un débat comme celui-ci. Compétence majeure du département, le social, c'est à peu près 60% de son budget. Le social, c'est aussi l'une de vos préoccupations. Nous sommes allés à votre rencontre. Nous vous écoutons. J'ai été moi-même il y a 6 ans, il y a même quelques années, il y a 5 ans au RSA et je peux vous dire que c'est très dur au niveau social et recherche d'emploi aussi et on manque d'accompagnement encore. Je voudrais qu'on s'occupe des familles nombreuses qui n'ont pas ce qu'il faut pour tous leurs enfants, pour les scolariser, ce serait indispensable, qu'on les aide un peu plus. J'ai perdu mon emploi à cause du corona, ma femme travaille qu'à mi-temps. Et c'est vrai qu'on ne s'en sort pas du tout. Et malgré tout le social, toutes les aides qu'on a en France, nous, on n'y arrive pas. Monsieur Perrin, votre colistière de La République En Marche, elle, pour le coup, encartée, La République En Marche, elle aurait pu sortir la carte, comme vous l'avez fait, vous, avec votre carte LR, dit vouloir remettre de l'égalité et de la justice sociale au cœur du département. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on peut traduire cette déclaration? Ça veut dire que le département s'en est éloigné? Non, pas du tout. Ça veut dire que Madame Angeletti est une professionnelle de santé et depuis cette crise absolument violente et face aux réalités dramatiques de certaines personnes au quotidien. Et lorsque vous faites appel à l'aide sociale, ce qu'elle a à cœur, c'est d'essayer d'accélérer toutes les procédures pour que les aides sociales arrivent un peu plus rapidement. Mais comme vous l'avez dit, le département est chef de file dans l'action sociale et les solidarités. Et c'est effectivement 57% du budget qui part dans ces actions-là. Avec des... j'ai le témoignage, là, je regardais le témoignage de cette personne qui était au RSA, avec une volonté que nous avons essayé de mener pendant ces 6 ans de mandat, celle d'essayer de sortir les personnes du RSA par des dispositifs type accélérateur de l'emploi. On est quand même arrivé à sortir 8000 personnes de cette situation.
et manque de peau, il y a eu cette crise qui a aggravé les choses. Priorité à la solidarité, c'est clairement identifié dans vos propositions. Le RSA, l'APA, vous n'avez pas la main, le département ne fait qu'instruire ces dossiers-là. Vous activez quel levier? Donnez-nous un exemple concret et précis pour faire en sorte que la solidarité, au cœur de votre programme, s'exprime le mieux possible. Pour nous, la solidarité, c'est d'abord avoir la volonté politique de débloquer les moyens pour pouvoir apporter toute l'aide nécessaire à travers des dispositifs mis en place. Aujourd'hui, non. Pourquoi on a encore 6 000 demandes de logements sociaux à Aix? Pourquoi le département n'a pas créé une commission sur la transparence de l'attribution des logements sociaux? Pourquoi dans notre canton à Aix, on a seulement 4 éducateurs spécialisés qui sont présents dans 2 quartiers depuis 20 ans, alors qu'on a des problèmes de prévention, de la délinquance énorme qui ne cesse d'augmenter? Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas se déplacer? On est condamné à un couvre-feu permanent à partir de 21h quand on n'a pas de véhicule personnel. Il y a quelque chose d'inégalitaire qu'il faut changer. Il y a une accession aussi des services publics qui sont éloignés pour toutes les démarches administratives. Il faut se rendre en centre-ville. Donc les quartiers, les villages et les hameaux sont aujourd'hui totalement oubliés par la politique qui est menée au niveau du département, et c'est ça qu'on veut changer. Monsieur Dalla Costa, on vient d'évoquer le RSA. Est-ce qu'un revenu minimum, à titre expérimental, comme le proposait Benoît Hamon en son temps, un revenu universel pour aider ceux qui ont le plus souffert de la crise? Évidemment, on pense aux jeunes, pour qui ça a été extrêmement compliqué, peut-être plus compliqué que les autres. Est-ce que c'est une piste que vous seriez prêt à soutenir? Alors, pour le coup, le revenu universel, c'est une discussion qui existe au niveau national. Donc on n'a pas de position tranchée là-dessus. À titre expérimental, au niveau du département, il y a plusieurs, je pense au département des Hautes-Alpes, où il y a des propositions qui vont dans ce sens-là et qui sont faites par des candidats du même bord politique que le vôtre. Très bien. Nous ne le portons pas sur notre programme aujourd'hui. Nous, on considère que le RSA, tout d'abord, c'est, alors je rejoins ce qui a été dit, c'est d'abord les délais d'instruction. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne font pas valoir leurs droits du fait de ces durées courtes de coupure d'activité. Il y a ça. Il y a toutes ces personnes qui n'ont même pas conscience qu'ils y ont droit, qui sont sortis de leur droit au chômage, par exemple. Donc il y a tout un travail qui est à faire là-dessus. Nous, on ambitionne de réinstaurer la gratuité pour les transports collectifs pour les allocataires du RSA. Et comme ça a été signalé aussi, on s'inscrit tout à fait dans le fait qu'une allocation, ça va de pair avec toute une politique d'insertion. On investira les parcours emploi compétences et les contrats uniques d'insertion. Nous les négocierons en volume avec l'État et nous les porterons auprès des entreprises. Monsieur Carra, je reviens sur cette idée encore une fois, on a bien compris, c'était une compétence nationale. En même temps, le département, collectivité locale, peut activer un certain nombre de leviers qui peut lui permettre d'agir très directement sur le social. Et voilà, c'est de ça dont on parle. Oui. Est-ce que l'idée d'un revenu à titre expérimental, encore une fois, pour les personnes qui ont le plus souffert de la crise, c'est une idée que vous seriez en capacité de porter? Elle ne me choque pas. Pour être tout à fait honnête, c'est une idée qui ne me choque pas. C'est pas dans votre programme, c'est pas quelque chose. C'est pas dans le programme, mais c'est une idée en tout cas qui ne me choque sincèrement pas, parce qu'il y a une misère humaine qui s'accroît de plus en plus. Il y a une détresse qui s'accroît de plus en plus, et je crois qu'on doit tous se poser la question autour de cette table, c'est pourquoi on se lève chaque matin. Si on fait de la politique, c'est justement pour ces personnes-là qui ont besoin de nous, qui ont besoin de l'État, qui ont besoin du service public, et c'est ce qui est porteur de sens. Donc l'idée ne me choque pas. Après, pour aller plus loin en matière de politique sociale, et Jean-Marc justement pourra en parler, de marché public, on peut aller plus loin en matière de clause sociale, de marché réservé pour les personnes atteintes de handicap, de manière à justement pouvoir aussi leur donner de l'emploi et ne pas être simplement sur la dépense d'aide sociale, mais vraiment les insérer dans des politiques de l'emploi et dans des politiques sociales. Et on peut aller aussi plus loin dans les maisons du handicap ou dans les cliniques, dans les hôpitaux. Notamment, je voudrais mettre la lumière ce soir sur les maladies mentales. Parce que ce sont les grandes oubliées de la République. On parle souvent du handicap physique et il est fondamental de le prendre en charge. Il faut aller beaucoup plus loin. Mais sur les maladies mentales, où on a des cliniques psychiatriques qui mélangent toutes les misères, toutes les maladies, toutes les pathologies. Et je pense que la dignité humaine dans ces établissements doit aussi retrouver tout son sens. Et on doit pouvoir créer des établissements qui prennent en compte des pathologies qui sont souvent très différentes pour aller plus loin que la prise en charge médicale, mais aussi sociale, et les accompagner dans leur insertion. Alors vous parlez de dignité humaine, la suppression des allocations pour les familles d'enfants délinquants, par exemple, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Écoutez, sincèrement, il y a des familles qui aujourd'hui ne respectent pas la République, il faut le dire tel que c'est, et il faut qu'elles comprennent que la République se fait respecter, qu'on a des droits, mais on a des devoirs. Et les droits sont conditionnés à l'accomplissement des devoirs, tout simplement. Donc vous valorisez la solidarité punitive? Absolument, oui, ça ne me choque pas. Okay. Sincèrement, ça ne me choque pas. Les familles qui ont des enfants délinquants sont responsables à 100% de l'acte de leur enfant? Non, la République a une responsabilité. On la pointe très souvent du doigt et la France est très forte pour se flageller elle-même. Mais les familles aussi ont une responsabilité. Les parents ont une responsabilité dans l'éducation de leurs enfants. C'est une co-responsabilité. Et il n'y a pas de raison que l'État se flagelle tout seul. Donc oui, il faut aussi mettre les parents face à leurs responsabilités, c'est une évidence. Monsieur Perrin, ça vous inspire quoi, ça? Ça nous inspire que là, on rentre dans un débat plutôt national, qui est... Oui, en même temps, donner une prime de 200 ou 300 euros, la somme échappe pour mettre une alarme chez soi, ce qui est une proposition quand même qui a été faite cette semaine par Martine Vassal. Oui, on est sur des compétences sécuritaires claires. Ah oui, la sécurité. Qui ne sont pas franchement des compétences là, mais du département. On est passé de la solidarité à la sécurité. Moi, non, mais je rebondis par rapport à ce que vous disiez. Vous dire, voilà, on parle de compétences nationales. Voilà. Donc je rebondis sur cette proposition qui a été... Je voulais répondre, il y a quelque chose qui a été soulevé, c'est sur les marchés publics notamment. Sur les marchés publics, on n'a pas attendu. Depuis 2018, on a créé une structure, une direction de l'achat public dans laquelle on a insisté pour mettre des clauses sociales et pour mettre des clauses aussi environnementales, parce que je pense qu'à travers l'achat public responsable... On va parler d'environnement dans un instant. Oui. Mais sur les propositions de sanctionner les personnes, je crois qu'en ce moment, il faut être absolument prudent parce que nous sommes dans une situation dramatique pour certaines personnes et il faut être très très prudent sur les sanctions. Et Jean-Marc, c'est justement ça, c'est qu'il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage de sanctionner. Oui, mais c'est ça que les Français nous demandent. Du courage. Et M. Dalla Costa, sur cette question-là, est-ce qu'il faut avoir le courage de sanctionner? Il faut aller dans cette direction-là? Je pense qu'aujourd'hui, le courage qu'il faut avoir, c'est de permettre aux familles de mieux vivre et dans des conditions qui ne soient pas de violence extrême. L'un n'empêche pas l'autre. Si, aujourd'hui, ce que vous proposez, c'est de la discrimination. C'est faux. Ça ne permet pas, ça ne résout aucun problème. Où est la discrimination? C'est des moyens de prévention qu'il faut, d'accompagnement, de protection. L'un n'empêche pas l'autre. Pour toutes les familles qui n'arrivent plus à vivre dans des conditions indécentes et qui ne sont pas aidées, qui n'ont pas de dispositif d'insertion, d'accompagnement. Ça ne protège pas les ex-sois. L'humanisme n'empêche pas la fermeté? Non, madame. Ne protège pas. Là, ce que vous proposez, c'est de l'angélisme. C'est différent. Ça ne répond pas à la question. C'est de l'angélisme. Monsieur Dalla Costa, sur ce point. Alors sur ce point, là, on est en train de traiter d'une question qui sont les quartiers oubliés de la République. Il y en a à Aix-en-Provence. Et il y en a à Aix-en-Provence. Beaucoup de téléspectateurs pensent qu'effectivement Aix-en-Provence, Aix-en-Provence n'est pas que son centre-ville. C'est un public très privilégié. Non, il y a aussi des quartiers très populaires. Ce n'est pas que son centre-ville. Ces quartiers-là, ce sont des endroits où le service public est parti. L'humain est parti. Pas celui du département. Non. Mais au sens général, en tout cas, les services au public. Oui, non, mais recentrons-nous sur. Est-ce que l'humain personnel départemental est parti ou il est toujours là? C'est-à-dire que tous les services se numérisent. Les centres d'achat, les grandes surfaces se développent. La vie des quartiers, elle est décorrélée de l'humain aujourd'hui. Nous, ça fait partie des choses que l'on porte. Donc, comme je sais que je suis en retard, je vais faire très court. Non, je vous en prie. Mais voilà, notre ambition, c'est vraiment de ramener l'humain au service de l'usager. Ok, très bien. Avec nous en visio, Sylvain Pignol. Bonsoir Sylvain. Merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes, journaliste à la Provence. Et vous avez une question à poser à nos invités. Nous vous écoutons. Oui, alors l'une des problématiques principales de ce canton, qui a été relevée par mes collègues de l'agence La Provence à Aix, c'est la thrombose routière de la RD9 entre l'Émile et la zone de la Durane. Ça représente 100 000 véhicules par jour. On avait parlé à une époque d'une déviation routière par Saint-Pons qui a été abandonnée. Pour l'instant, aucune solution n'a été trouvée pour ce problème qui est à la fois une perte de temps pour les automobilistes, pour les habitants, les actifs qui vont dans ces zones. Il y a d'autres projets structurants qui sont prévus autour de cet axe, mais on n'a toujours pas trouvé de solution, et ça cause aussi d'énormes problèmes environnementaux par la pollution générée par ces véhicules. Qu'est-ce que vous proposez pour régler la situation ? Monsieur Perrin.
Oui, déjà, Monsieur Pignol, vous avez parlé de projets tout autour. Vous auriez aussi pu mentionner les projets qui ont été faits pour essayer de fluidifier ce secteur. Je pense au shunt de la D59 qui fait sortir les véhicules du pôle d'activité. Je pense au rond-point bas de la Durane dans l'intersection D53, D65. Je pense aussi évidemment à l'élargissement de la mise à 2 fois 2 voies du secteur qui était thrombosé de la D9 et aussi des voies de bus que nous sommes en train de faire. Voilà, ça c'est fait. Donc, je crois que la difficulté avec 25 000 employés et une zone d'habitation qui grandit, c'est d'essayer de mettre en route un système de BHNS ou de tramway. Je pense qu'il faudrait utiliser le système BHNS, bus à haut niveau de service. Je regrette que l'on ait commencé par celui qui traverse le Jas de Bouffan au centre-ville. Je pense qu'il y avait la priorité de faire celui sur la Durane parce que nous avons de nombreux employés. Il faut faire une voie tram-train, quoi. Madame Talla. Elle est prévue. Vous avez un petit peu de retard, monsieur Descartes. Aujourd'hui, on a un véritable problème au niveau de la saturation routière parce qu'on développe le tout-voiture. On ne crée pas des moyens de transport alternatifs. On a effectivement le tram-train, un projet qui permettrait d'utiliser les voies de train au niveau de la ligne Aix-Rognac. Il y a seulement 2 trains par jour qui circulent. Ça permettrait de désengorger la circulation. Compétence du département, ça, ou plutôt la métropole? C'est ça le problème, c'est qu'il y a aussi un millefeuille qui fait que... On va se battre on a du mal aussi à faire ça permet à la fois de se rendre à la gare TGV, de passer par le pôle d'activité et d'aller dans le centre d'Aix. Et ce qu'il faut faire, c'est développer des vrais parcs relais, qui ne soient pas des parkings, mais des parcs relais où on peut laisser sa voiture pour aller dans le centre-ville, parce qu'on a aussi développé à côté des véloroutes, parce qu'on a des endroits où on peut laisser son vélo de manière sécurisée, parce qu'on Aujourd'hui, peut c'est pas le cas. prendre un mode doux. Non, la ville d'Aix, lors du confinement, avait proposé de créer 13 km de pistes cyclables. Oh, ben, les automobilistes se sont plaints, elles ont été purement et simplement supprimées, alors que nous en faut 60 aujourd'hui. On ne peut pas se déplacer à Aix si on n'a pas de voiture, on est condamné à rester chez soi. Monsieur Descartes. Moi, je vous rejoins là-dessus. Le tout voiture, sincèrement, mais il faut avoir l'honnêteté de dire les choses. Quand on me dit qu'il fait beau. J'ai de voir que vous avez au moins un point d'accord. Quand on me dit qu'il fait beau, je ne dis pas qu'il pleut. Donc, oui, le tout voiture pose un gros problème à Aix. C'est l'un des gros échecs de la politique locale à Aix-en-Provence, c'est le transport. Ça, c'est une évidence. Dire, tous ceux qui se baladent à Aix-en-Provence, qui roulent à Aix-en-Provence sont bloqués. C'est une catastrophe. Une ligne de transport en commun efficace entre la Durane et Aix s'impose. Ça, c'est une évidence. Le tout voiture ne résoudra rien. On ne pourra rien faire là-dessus. Et effectivement, il y a un plan vélo qui était ambitieux, qui était clairement plébiscité par les Aixois et qui a été abandonné par la municipalité et qu'il va falloir reprendre. 60 millions d'euros ont été investis par le département pour le développement des pistes cyclables. Bon, même quand on va on les voit pas. Hein. Même quand on va sur le site, quand on va sur le site du conseil départemental, on a du mal à savoir combien il y a de kilomètres qu'on en a fait. On en a fait à Lille, on en a fait entre. On les voit très peu. On les voit très peu. Je suis désolé. C'est très insuffisant, Jean-Marc. Que ce soit très insuffisant. C'est très insuffisant. On y reviendra sur les pistes cyclables. Peut-être dans l'autre débat, parce que c'est un point extrêmement important. Poursuivez sur la réponse que Sylvain Pignol attend. Donc ce que je vous dis, c'est qu'il nous faut retrouver effectivement une ligne de transport en commun entre la Durane et Aix-en-Provence. Ce qui a été fait avec le BHNS en centre-ville, ce n'était pas la priorité, très clairement. Je trouve honnêtement que ça a parfois même plus embouteillé la ville qu'autre chose. Et je n'ai pas l'impression que les Aixois s'en sont particulièrement emparés, eu égard au coût que ça a représenté pour les caisses de la ville et de la métropole. Donc oui, il faut pouvoir, je pense sincèrement, avoir ce type de dispositif entre Aix et la Durane. C'est la seule solution pour pouvoir désengorger cet axe qui pourrit la vie des Aixois. Et arrêter de supprimer des lignes de transport en commun aussi. Très bien. Mais là, on crée des voies bus. Bon. Là, pour le coup, on va dans votre sens. Hein. Monsieur Delacosta. On est d'accord. Monsieur Delacosta. Bon, la réponse à Sylvain Pignol. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites sur le transport collectif, etc. Nous, ce qu'on pense, c'est que déjà, il faut revenir sur les besoins sociaux. Ça a été exprimé par M. Perrin sur le nombre d'employés qu'il y a dans cette zone-là. Après, la RD9, pour nous, l'idée, c'est qu'il faut rendre les fonctions des routes. Une route départementale, c'est un point à point. L'idée, c'est d'aller d'Aix-en-Provence jusqu'à la gare TGV. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a les différents quartiers qui se sont construits, les différents quartiers d'Aix, la Durane, etc., qui sont construits et qui se sont raccordés à ce réseau-là. Donc la RD9 a perdu sa fonction première.
et les réseaux qui auraient dû être construits en parallèle pour aller de quartier en quartier n'ont pas été mis en place de manière suffisante. Donc déjà, ça fait le constat, la solution. Oui, mais c'est déjà un constat. Donc ensuite, dans les solutions, il y a déjà rien, le fait de dire qu'on veut préserver toutes les coupures sur les milieux naturels et agricoles. Et là, je rejoins aussi, avoir un vrai réseau distinct, pas simplement un plan peinture là, pour faire des pistes cyclables, mais des vrais réseaux distincts et sécurisés et continus pour aller d'un quartier à un autre. Que ce soit pour le vélo, pour piétons, etc. Tous les modes doux. Merci beaucoup à tous les quatre. Voilà, Sylvain Pignol, j'espère que ça vous convient. On se retrouve, Sylvain, tout à l'heure avec le débat sur le canton d'Arles. À tout à l'heure. Voilà, c'est terminé pour ce canton-là. Tout à l'heure. Vous allez avoir la liste des différents binômes qui sont candidats sur le canton d'Aix-2. Merci beaucoup à tous les quatre. Et c'est déjà fini, ça passe très vite. On n'a pas débattu. Merci à vous. C'est déjà fini. Merci beaucoup, bonsoir. Et puis voilà, vous avez le QR code qui apparaît sur votre écran. Vous aurez la possibilité de retrouver plein d'informations sur ce canton. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Ça passe.